Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine est marquée par le top départ du silver. Potentiellement, on est sur une séquence de rattrapage extrême du silver par rapport à l'or. Vous savez, le silver, l'argent métal n'a quasiment pas bougé au cours des derniers mois, alors que l'or s'est extrêmement bien comporté. Et historiquement, il y a toujours des rattrapages qui se font et qui sont extrêmement violents. Et l'analyse, vous allez le découvrir, hein, que je vais partager avec vous cette semaine, met en avant que potentiellement, ça y est, on y est dans un rattrapage qui devrait durer quelques semaines et qui va être d'une violence assez significative. Donc voilà, au-delà de ça, je vais vous partager d'autres insights sur les marchés et notamment sur la différence entre ce qu'est un Warren Buffett et ce qu'est un hedge fund manager. C'est un message que j'ai partagé personnellement dans ma communauté via un email et j'ai décidé de le partager publiquement parce que c'est une question qui revient sans arrêt dans mon entourage. Donc voilà, je réponds à tous mes amis autour de moi via cette vidéo. Regardez bien la vidéo, surtout la partie c'est quoi un gérant de portefeuille, c'est quoi un hedge fund manager. Comme ça, vous ne me reposerez pas à chaque fois en soirée la question. C'est parti. Analyse du Bitcoin, donc on est sur l'image en mensuel. Je vous rappelle que le mois précédent, le mois de mai, a enregistré une clôture sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc c'est un fort signal de hausse. Ça veut dire que les acheteurs sont à nouveau de retour. Donc là, on est sur le mois en cours, la première semaine du mois de juin. Donc cette barre là est susceptible, enfin va bouger pendant tout le mois de juin et on est voilà, on est au-dessus d'une résistance. Donc là, la dynamique est censée être relancée vers le nord. Je vais faire un petit zoom en hebdomadaire pour qu'on voit la pattern qui est en train de se construire. On voit ici qu'on a potentiellement une grande tasse et que là on serait en train de construire l'anse autour voilà, d'une zone de résistance. Alors en mensuel, cette zone de résistance, on l'a vu, elle a été cassé en clôture. Quand on fait le zoom et qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans des notions chartistes, on pourrait se dire, oui, alors là, la consolidation qui est en train de se mettre en place, donc dans ce carré ici, au cours des prochaines semaines, donc ça peut être beaucoup plus court dans le temps, comme ça peut durer ce que je vous ai mis là en face, va être déterminante. C'est-à-dire que suite à ça, le breakout pourrait vraiment lancer le mouvement peut-être pas parabolique, on verra, mais en tout cas un vrai mouvement de hausse de type de ce qu'on a vécu, voilà, ici ou encore ici. Donc les prochaines semaines vont être déterminantes pour le BTC, à savoir l'idée c'est qu'on reste sur quelque chose de peu volatile et qu'on ait le break vers le nord et de là on pourra commencer à avoir les médias financiers à nouveau titrer le Bitcoin, les nouveaux riches, le Bitcoin, etc., etc. Donc tout ce qu'on a l'habitude de vivre à chaque fois qu'on est en haut ou au milieu d'un mouvement de hausse qui est assez verticalisé sur le BTC. Sur le XRP, sur du mensuel, je vous rappelle qu'on est autour des ATH en train de construire ce magnifique petit triangle chartiste. Ce qui est très très bon à voir là, c'est que la volatilité baisse. Hein. Ça fait 1, 2, 3 mois, et là on est sur le mois de juin, où on a quasiment plus de fluctuations. Et là on peut voir qu'on a comme un creux, boum, un deuxième creux, boum. Là on sera en train de faire le troisième creux, donc on est vraiment sur la construction pour le moment d'un petit triangle chartiste de continuation de tendance. Et ça, c'est extrême, enfin c'est explosif. Hein. Quand on est sur une classe d'actifs aussi explosive, en train de contracter la volatilité sans que ça baisse, ce sont des figures chartistes qui sont voilà, qui permettent d'avoir accès à ce que j'appelle des asymétries positives, à savoir, entre guillemets, acheter un breakout ici avec un stop juste en dessous permet de potentiellement prendre plusieurs multiples de ce qu'on est prêt à perdre entre le niveau d'entrée, le stop loss et le niveau d'entrée et le suivi de tendance qu'il est possible de faire derrière. Donc là, on est vraiment clairement sur le XRP. C'est une fractale. Hein. Ce que vous voyez ici, ce petit triangle, c'est exactement la même idée que cet énorme triangle qui a été cassé ici. Donc le XRP reste toujours dans une configuration extrêmement intéressante pour tous ceux qui veulent s'exposer à des accidents positifs de richesse. Il n'y a pas énormément d'opportunités qui ont en elles cet ADN d'explosion, hein, ces mouvements vraiment explosifs. Hein, c'est sur les cryptos et XRP fait partie voilà, de ces opportunités à fort potentiel de mon point de vue. Et enfin, l'Ether. Donc l'Ether, on est toujours... Alors, je vais vous montrer ça en hebdo sur la
construction d'une grande épaule, tête, et là on serait dans l'épaule avec le pivot. Donc là pour le moment on est encore loin, on est en train de faire une petite consolidation au milieu d'une hausse au sein d'un range, donc un petit triangle. Mais là l'idée c'est on casse par le haut, on vient chercher le pivot, de là la volatilité se contracte, on break et on peut comme on le voit, on a au sein d'un canal aussi avec beaucoup de volatilité, aller éventuellement chercher le haut du canal au cours de l'année 2026, voire 2027. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je voulais simplement partager un message. C'est un email que j'ai envoyé à ma communauté en privé cette semaine. C'est une question qu'on me pose beaucoup dans mon entourage. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais partager cette explication dans la vidéo hebdo parce que ça ne peut que vous faire comprendre des choses sur comment les gens perçoivent les marchés, les gérants de portefeuille, les hedge fund managers, etc. Donc le titre de cet email, c'était « Tu veux battre Warren Buffett, Cédric? Non mais allô quoi ?» Donc le non mais allô, pour ceux qui ont la ref, ils ont plus de 30 ans, c'est Nabila. Donc cette question, clairement, quand on me la pose ou quand on me la fait sous-entendre, hein, ça reste une question qui est frontale, qui est violente et qui me met un petit peu dans une position d'utopiste crédule. Voilà, petit Cédric dans ton coin, t'as cru que t'allais battre Warren Buffett. Cependant, il y a une chose à comprendre, c'est que Warren Buffett est un gérant de portefeuille en actions. Il ne s'investit que sur des actions et il y a une énorme différence avec un gérant de hedge fund. Le gérant de portefeuille, je vais vous expliquer ce qu'il a le droit de faire et ensuite on passera au gérant de hedge fund et vous verrez ce que lui a le droit de faire. Et on est littéralement sur deux mondes, sur deux extrémistes, deux mondes qui sont très très loin de l'autre et il y a un monde qui est très compliqué à gérer, qui est le monde de la gestion de portefeuille, qui est le monde de Warren Buffett, et c'est pourquoi il est considéré comme un dieu, et le monde des hedge funds, où là on a beaucoup plus de possibilités. Donc déjà on va commencer par le monde de la gestion de portefeuille en action. Donc le gérant de portefeuille en action, il est contraint d'investir déjà uniquement sur des actions ou assimilées actions. Autrement dit, il peut prendre position que à la hausse, il ne peut pas shorter les actions, à long terme et sur donc cette unique classe d'actifs. L'autre chose qui est extrêmement importante quand on est un gérant de portefeuille en action, c'est qu'on est obligé de rester investi à hauteur de 70% au minimum sur les actions, et ça même quand il y a une crise économique. On ne peut pas baisser son allocation en dessous de 70%. Ce sont des contraintes réglementaires. Donc, vous comprenez qu'avec toutes ces règles, ces contraintes, c'est donc assez naturellement qu'on assiste à des articles, à des études académiques qui mettent en avant que plus de 91% des gérants de portefeuille en action n'arrivent pas à faire mieux qu'un simple ETF qui réplique un indice boursier. Et encore pire, hein, si on commence à ajouter les frais de gestion, les frais d'entrée, les frais de sortie, on se retrouve vraiment dans un univers où la plupart des gérants de portefeuille en action n'ont pas vraiment de compétences ou de valeur sur le marché, et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement vers l'investissement sur les ETF qui répliquent des indices boursiers. Le gérant de hedge fund maintenant. Alors là, on entre vraiment dans un univers qui est parallèle. On sort, c'est comme si on enlevait la gravité à quelqu'un de terrestre. Ça permettrait à un être humain sans la gravité de faire beaucoup plus de choses. Donc lui, le gérant de hedge fund, il peut trader absolument toutes les classes d'actifs du monde entier. Il peut trader les taux d'intérêt, les obligations, les actions, les commodities, les cryptos. Il peut trader la volatilité sur le VIX, sur les options. Il peut faire plein de stratégies d'options. Il peut prendre position à la hausse, à la baisse. Il peut se couvrir pendant les baisses ou il peut vraiment gagner des sous quand certains actifs se mettent à baisser très fortement ou même faiblement d'ailleurs. Il peut investir de quelques secondes, donc faire beaucoup de transactions en une journée, comme sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il n'a pas de contraintes en termes d'unité de temps. Il peut passer 100% cash du jour au lendemain. Le lendemain, il peut être investi à 100%, à 200 ou à 300%, c'est-à-dire qu'il peut avoir recours à l'utilisation du levier. Autrement dit, un hedge fund manager n'a aucune contrainte, ou vraiment très très peu. Ça n'a rien à voir avec un gérant de portefeuille. Comparé à un gestionnaire de hedge fund, un gestionnaire
de portefeuille en action, c'est un peu comme comparer une Ferrari à une charrette. On n'est pas du tout dans le même univers, ça n'a pas de sens. Donc revenons à notre cher Warren Buffett. Donc lui, effectivement, dans son univers, qui est un univers extrêmement compliqué, clairement, c'est un dieu. Il a même développé tout un culte autour de son style d'investissement. Il y a des dizaines, voire des centaines de livres. Chaque année, il fait un espèce d'événement qui réunit plus de 20 000 fans dans une salle de conférence. Certains parlent même d'une secte, tellement ça se rapproche des comportements sectaires, cette histoire. Et effectivement, moi, j'aurais jamais l'idée de me comparer à un tel génie. C'est pas du tout le thème. Par contre, dans le monde de la gestion alternative, il existe de nombreux gérants qui restent complètement inconnus du public. Parce que ces gérants n'ont pas écrit des livres, ils ne font pas de grands séminaires, ils ne sont pas interviewés sur toutes les chaînes, etc. Ils ne sont pas cités dans tous les sens. Et ces gérants font bien mieux que Warren Buffett sur 20, 30 ans. La seule grande problématique, c'est qu'ils ont des contraintes de liquidité. Et Jim Simons, qui est le plus bel exemple dans cet univers de la gestion alternative, a dû limiter son fonds à 10 milliards. Warren Buffett, il n'a aucune limite de liquidité. Pourquoi ? Tout simplement parce que lui, il hold ses positions sans avoir de problème d'acheter, revendre. Il fait pas de trading, mais du coup, quand on hold des positions comme ça, on s'expose à des max drawdown, donc des pertes potentielles qui sont démentielles. Donc c'est le prêt à payer. Warren Buffett, grâce à ce style d'investissement, il se prend des pertes latentes qui peuvent durer plusieurs années, qui peuvent aller jusqu'à moins 70%, mais du coup, ça lui permet d'avoir un avantage sur la liquidité. Il a plus cette contrainte de liquidité. Et du coup, c'est pour ça que sa fortune, il peut la faire croître sans avoir vraiment de contraintes sur les intérêts composés peuvent tourner à plein pot, ce qui n'est pas le cas dans le monde de la gestion alternative où il y a beaucoup de transactions d'achat-revente. Eux, ils ont les contraintes de liquidité du marché. Et du coup, ils sont obligés de caper les fonds. C'est pour ça qu'on n'a pas entre guillemets, de Warren Buffett dans le monde de la gestion alternative parce que ces contraintes de liquidité font qu'ils sont tous obligés, à un moment ou à un autre, de caper leur fonds. Et du coup, le compound interest, les intérêts composés ne peuvent pas marcher à plein pot et on ne peut pas avoir à la fin le même chiffre final que Warren Buffett. Mais sur l'ascension, on a des gérants de hedge funds qui font bien mieux en termes de perf annualisés et avec une volatilité et une maîtrise des max drawdown qui n'a absolument rien à voir avec un Warren Buffett. Donc la question c'est, est-ce que Cédric, tu es véritablement un utopiste ou pas ? Est-ce que tu es un crédule simplet qui n'a rien compris à l'histoire ou pas ? Donc je voulais déjà, enfin vous commencez à me connaître, hein. Moi mon objectif personnel pour mon patrimoine, c'est de maintenir une volatilité de mon portefeuille qui soit le plus confortable émotionnellement, notamment pendant les crises économiques. Souvent dans mon entourage, que ça baisse, que ça monte, et on se fout de ma gueule en disant mais Cédric, toi tu t'en fous. Comment est-ce que tu peux pas être atteint par ça ? Et c'est parce que j'ai structuré toute mon approche patrimoniale pour justement ne pas... c'est des garde-fous que j'ai placés et je ne veux pas dépasser ces garde-fous. Donc quand on a tout structuré à l'avance de manière à ce que, on sait qu'à peu près le max drawdown, la volatilité de son portefeuille est définie comme ça et qu'on se connaît soi-même, qu'on est à l'aise avec ce niveau de max drawdown et de volatilité, on sait que pendant les crises économiques, les 10, 20, 30 prochaines crises économiques, on sera à l'aise avec ça. Et quand on est en plein dedans, on est à l'aise avec ça. Et du coup, on passe un petit peu pour le mec je m'en foutiste, mais en vérité, pas du tout. Il y a eu tellement de travail en amont sur se comprendre soi-même, comprendre comment structurer un portefeuille pour justement être aligné avec ce portefeuille pendant les pires moments, les pics de pessimisme absolu et être à l'aise avec ça qui fait qu'on donne un petit peu à son entourage cette sensation d'être tranquille en fait, d'être un vieux sage serein. Mais en réalité, moi c'est pas que je suis le vieux sage serein, c'est juste que j'ai structuré mon approche pour ne pas avoir à faire appel à mon sang-froid. Mon sang, il monte pas, quoi. Je suis juste OK avec ce qui est en train de se passer parce que tout a été structuré à l'avance pour accueillir les crises. Les crises, ce sont des choses qui font partie du game. Donc, quand on a appris à les accueillir, c'est OK avec ça. Et une fois qu'on a défini ce niveau de max drawdown et cette volatilité,
On peut ensuite regarder quelles sont les performances qui s'offrent à nous. Mais on ne fait pas le chemin inverse. On ne vise pas une performance et après, on essaie de gérer comme on peut la volatilité du portefeuille. Non, on gère d'abord la volatilité pour la mettre en adéquation avec sa propre personnalité et ensuite on voit quelle est la rentabilité acceptable avec ce niveau de volatilité. Et on ne peut pas faire de miracle par rapport à cette contrainte. C'est-à-dire, la première contrainte, volatilité, et ensuite, quelle est la rentabilité associée à ce niveau de volatilité. Donc, je vous rappelle que là, je suis en train de mettre en place un process pour créer mon hedge fund dans les 4 à 7 prochaines années. Donc, portefeuille audité, les positions sont partagées autant en temps réel sur le noyau dur de mon hedge fund, donc le All Weather Impulsion. Ce portefeuille-là, donc le noyau dur, encore une fois, parce qu'il y a d'autres stratégies complémentaires qui s'ajoutent par-dessus, mais que je ne partage pas les positions en temps réel, c'est trop complexe et ce n'est pas accessible au commun des mortels. Par contre, le noyau dur, donc la version impulsion de mon hedge fund, je partage toutes mes transactions en temps réel, donc une fois par mois, il y a les arbitrages. Donc si ça vous intéresse d'avoir accès à mes prises de position et à partager cette aventure avec moi, le lien est en description. Allez, petit point rapide sur l'euro-dollar. On est sur de l'hebdomadaire, mais je vous ai mis vraiment cette vision à long terme. On est dans un grand canal baissier depuis plus de 15 ans et on arrive sur le haut de ce canal baissier ici. On est aussi sur une zone de résistance. Vous voyez que là, c'était un support qui a été cassé et ensuite qui a servi de résistance à de nombreuses reprises. Donc là, toute cette zone-là, c'est une zone où les cours sont, si on respecte la logique passée, sont dans des extrêmes de hausse et sont amenés à corriger vers le sud. Bien entendu, la seule manière d'invalider ce scénario, cette image mentale, c'est qu'on commence à évoluer au-dessus des 1,23. Donc on vienne breaker à la hausse cette ligne en verte et qu'on commence à évoluer au-dessus. On en est très loin, donc pour le moment, le scénario à privilégier, l'image mentale à privilégier, c'est la continuation de ce grand canal baissier et en principe, l'euro pourrait être en train de former potentiellement ce qu'on appelle un double sommet, à savoir un premier sommet ici. Là, vous voyez que cette semaine, on a fait comme un espèce de petit doji. Donc, si on commence à revenir aller chercher ce support-là, ça nous fera un double sommet. Donc, bien entendu, il faudrait qu'on casse vers le sud. Et de là, ça pourrait être à nouveau une correction assez importante de l'euro-dollar. Donc, bien entendu, cette image mentale, je ne suis pas Nostradamus, je reste simplement sur les flux passés. Et dans cette logique-là, tout mouvement de hausse est amené à être corrigé vers le sud tant que le flux de fond est baissier. Donc, je garde simplement cette logique pour faire mes projections et mes analyses. Mais bien entendu, un jour arrivera où ce canal baissier sera cassé vers le nord et inversera les polarités. Peut-être que ça arrivera cette année, peut-être que ça arrivera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, le scénario que je privilégie est celui que je viens de vous expliquer, à savoir, on est sur un point dur ici où il y a beaucoup de tensions qui s'affrontent et la moindre figure chartiste de retournement de tendance avec un break, notamment en hebdomadaire et en mensuel, de ce pivot pourrait nous amener à une rechute très très forte de l'euro face au dollar, un renchérissement de dollar face à l'ensemble des devises à l'international. Allez, on commence par le gold contre l'euro cette semaine. Donc là, on voit qu'on a eu une semaine avec très 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 peu de variations. Donc c'est typique dans une consolidation. La première partie de la consolidation est assez volatile et la deuxième partie, est censée être beaucoup moins volatile avant éventuellement d'avoir le breakout vers le nord et de relancer la tendance haussière au sein de ce canal. Donc ça, c'est un petit peu le scénario que j'ai en tête, auquel je m'attends, à savoir, on est sur la deuxième partie de la consolidation, la volatilité se calme, breakout, et on repart sur un nouveau mouvement de hausse de l'or face à l'euro, mais aussi, je vais vous passer ça, de l'or face au dollar américain. On est là sur la première partie de la consolidation en double creux, là où il y a toute la volatilité qui a été finalisée. Et donc là, on pourrait enfin attaquer la deuxième partie de la consolidation. Donc,
première partie. Et là, deuxième partie, vous savez, la fameuse tasse et anse. Donc certains appelleront ça un triangle, donc, enfin ce que vous voulez. L'idée, c'est toujours cette histoire de une correction vient avec une première forte chute. C'est la création de la volatilité, ça se stabilise, on trouve un niveau de pivot, une résistance, on tape dessus, la volatilité se contracte, breakout, et on repart sur une nouvelle vague impulsive. Analyse du silver, donc l'argent métal cette semaine a effectué un magnifique breakout. Je vous rappelle que au sein de ce grand canal entrée plein, on a un petit canal en entrée en pointillé et vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité, hein. C'est un actif qui est extrêmement volatile, hein, comparativement notamment à l'or, et que voilà, la volatilité fait que on va de haut en bas, enfin de haut en bas, et là on est potentiellement en train d'aller chercher à nouveau le haut de ce canal, et ce canal là, lui, pourrait nous amener sur le haut de cette autre canal haussier. Donc le potentiel de hausse, hein, sur le silver, comme voilà, ça fait quand même pas mal de mois que j'en parle, il est beaucoup plus vers le nord que vers le sud. Il est tiré notamment par l'or, et les rattrapages entre le silver et l'or sont connus pour être des rattrapages qui sont extrêmement violents et court-termistes. À savoir, le silver peut en l'espace de 2-3 semaines aller chercher, aller casser ce niveau-là, hein, donc là le trait rouge, et aller dans la même foulée chercher le haut du grand canal ici en très plein. C'est comme ça que historiquement le silver a toujours fonctionné par rapport à l'or. Il a du retard, il a un peu d'avance, il a un peu de retard, mais les rattrapages sont extrêmement vifs et violents. Et potentiellement là le silver, ça y est, il est lancé dans ce rattrapage, donc on verra. Dans le même esprit que ce que je suis en train d'essayer de partager avec vous au sein de cette vidéo, une correction a toujours le même type d'ADN, à savoir on a un mouvement assez rapide et volatile, on rebondit et là la volatilité se calme. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de ta séance, parce que ça met juste en avant cette histoire de une correction très volatile, la volatilité ensuite se contracte autour d'un pivot, on break le pivot et on a une nouvelle vague impulsive. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici sur le silver. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de semaines, de mois, voilà, je le répète, mais qu'on le suit. Et ce qu'on voit là n'a rien de surprenant. On a eu déjà ici un premier aperçu, ici un deuxième aperçu, et là on est dans une structure qui est beaucoup plus puissante, hein, vraiment de type tasse séance, et d'ailleurs on le voit, le breakout là, l'amplitude de cette semaine, hein, ce qui a été enregistré est beaucoup plus fort que ce qui a été fait au cours des 2 derniers breakouts. Donc là potentiellement le haut du canal, c'est l'histoire de quelques semaines, voire le haut de ce grand canal haussier aussi. De mon point de vue, le silver est entré dans une phase de rattrapage assez court-termiste et violente. Analyse du SP500, donc toujours cette image en mensuel d'un magnifique canal haussier. Je la rappelle chaque semaine, cette image, parce que c'est la plus importante. Sur des grandes classes d'actifs comme ça, il faut mettre en avant dans son esprit, il faut lui coller l'image en mensuel. Et ensuite de là, on va pouvoir descendre sur les unités de temps pour aller un petit peu plus timer les cycles. Donc là, vous le comprenez, on est toujours dans la construction de ce range. On a fait le chemin le plus difficile. En général, quand on fait une correction, c'est toujours la première vague de baisse qui est la plus forte et la plus volatile. Donc là, les Trump tarifs, boum, on rebondit. On est en train d'attaquer la deuxième partie de construction de ce range qui est censé être beaucoup moins volatile et donc beaucoup plus tranquille psychologiquement. A priori, on ne devrait plus assister à des nouvelles macroéconomiques qui viennent créer des énormes turbulences sur les marchés financiers, sauf si on est en fin de cycle et que ce canal-là, ce grand canal aussi, on est à la fin. Ce n'est pas du tout le scénario à privilégier. Pour le moment, le scénario à privilégier, c'est ce que je vous ai mis en bleu, à savoir on calme la volatilité autour du pivot des plus hauts historiques. Donc je vais passer en hebdomadaire maintenant. Hop. Donc en hebdomadaire, on voit bien l'espèce de V-bottom qui s'est formé et qui nous fait énormément penser à ce qui s'est passé pendant la crise Covid, à savoir, voilà, une cascade de mauvaises news qui font penser à une redistribution des cartes de toute l'économie mondiale pour les 30 années à venir. Et en réalité, en l'espace de quelques semaines, hop, ça repart, on fait des plus hauts et on repart sur un énorme bull market. J'ai la sensation
ça ne reste qu'une sensation qu'on pourrait être dans ce type de scénario, à savoir le V-bottom. Et si on commence à aller sur des plus hauts historiques, à les casser, on pourrait se retrouver dans un nouveau bull market de plusieurs mois, de plusieurs trimestres. C'est une sensation. Le scénario que je juge être le plus probable, au-delà de mes sensations personnelles qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est simplement qu'on vienne tasser la volatilité. Là, on avait un magnifique pivot, il a été cassé par le haut, il sert maintenant de support, c'était une résistance, hein. Là, maintenant, il sert de support. On vient chercher, travailler ce support, la volatilité se calme et on a un plus haut historique qui se fait et ça rejoint cette image en mensuel que je vous ai dessinée ici. Donc voilà, je reste sur une vision très haussière. Rien n'a changé depuis plusieurs mois sur l'indice SP500. Et le Nasdaq, je vais vous la faire extrêmement rapide puisque c'est exactement la même image mentale que j'ai, à savoir on est dans un grand canal haussier en mensuel, on a bien rebondi, on est en train de travailler le pivot. Donc de là, en principe, on devrait avoir une volatilité qui commence à se contracter autour de ce pivot. Donc en hebdomadaire, ça donnerait ça. Voilà. Donc affaire à suivre. Dans tous les cas, de mon point de vue, toute la crise autour des tarifs de Trump et la volatilité est derrière nous. On est davantage dans un nouveau cycle où la volatilité est censée se calmer et éventuellement on pourrait, suite à un plus haut historique, réattaquer un très joli bull market sur les actions. Sur le marché européen, là aussi, on est sur le DAX, l'indice allemand, donc c'est du mensuel. Le mois précédent, on a terminé sur un magnifique plus haut. Là, on continue la route. Je vous fais un petit zoom là sur ce qui se passe. Donc, on voit vraiment ce V-bottom. Et là, on a la volatilité depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 5 semaines. On voit que les plus hauts, les plus bas sont de plus en plus petits. Et c'est caractéristique des bull market, à savoir, voilà. On a très très peu de nervosité et on a une directionnalité d'un mouvement long et régulier. Donc ça, c'est assez symptomatique des états psychologiques des bull market. Donc sur l'indice allemand, de mon point de vue, là aussi c'est un leader et on est en train d'évoluer en plein bull market. Et sur le CAC 40 est lui beaucoup plus en range, mais si on voit là aussi, on a ce V-bottom de la crise des Trump tarifs et on a la volatilité qui est en train de se calmer autour du pivot. Donc là, on a un magnifique range. L'idée là, c'est que exactement comme sur les marchés américains, la volatilité se calme autour du pivot et qu'on aille sur des nouveaux plus hauts historiques pour qu'en mensuel, on rejoigne cette image, voilà, de ce grand canal haussier. Donc ce que je vous ai mis en bleu ici là. On travaille le pivot, breakout et on repart sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc de mon point de vue, la cote des indices actions des pays développés reste extrêmement bien orientée à moyen et long terme. À court terme, la volatilité est en train de se réduire. Donc en principe, on devrait passer peut-être un été relativement calme et tranquille. Bien entendu, tant qu'on reste dans un range, il suffit d'une grosse news macroéconomique qui soit négative pour relancer la volatilité, mais pour le moment, on n'en a pas. On n'a pas ce type de news qui se présente à nous. Et donc, le scénario le plus probable, c'est une baisse de la volatilité sur les indices européens et américains. Et enfin, cette semaine, je vais partager dans ma communauté privée la petite anecdote de Jim Simons qui n'a pas réussi à accélérer le temps. Donc, il a accéléré l'argent. Donc Jim Simons, c'est l'équivalent du Warren Buffett, mais de la gestion alternative, donc des hedge funds. Donc je vais vous expliquer tout ça dans un email privé cette semaine. Si vous n'êtes pas encore dans ma mailing list, le lien est en description. On se retrouve cette semaine pour cet email.